Avant que nous démarrions notre session, qui a 4 orateurs, il y a un quatrième que nous attendons encore, qui j'espère va nous rejoindre. Je voudrais vous présenter rapidement l'AFSA brièvement. Donc l'AFSA, l'Alliance pour la souveraineté alimentaire en Afrique de l'Ouest. C'est un réseau de réseaux qui inclut un certain nombre d'OSC, des organisations paysannes, ainsi que des organisations de peuples autochtones, des organisations basées par des églises, et elles nous recouvrons la totalité de l'Afrique. Le but de l'AFSA, c'est de mettre sur la table et de pousser des orientations politiques pour des systèmes alimentaires durables en Afrique. En matière d'organisation, nos membres sommes organisés dans 4 domaines différents. La gestion des terres, la gestion foncière d'une manière générale, pas simplement les accaparements fonciers, mais également les terres pour tout type d'activité agricole, y compris le pastoralisme et la gestion des espaces naturels. Donc ça, c'est le premier groupe de travail, c'est le foncier, la terre. Ensuite, il y a le groupe qui travaille sur le changement climatique et ce que l'agroécologie peut faire pour remédier à la crise climatique. Le troisième groupe de travail travaille sur la nutrition et les systèmes alimentaires. Nous essayons de mettre sur la table et de promouvoir des bonnes politiques en matière nutritionnelle, pas simplement alimentaire, mais aussi pour de valeurs nutritionnelles. Et le quatrième groupe de travail ou domaine thématique, c'est sur les semences. C'est ce que fait l'AFSA. Donc, l'AFSA propose des solutions agroécologiques autour de ces 4 thématiques. En tant qu'alliance de promotion de politique, nous essayons de contrecarrer les politiques et les systèmes dont nous pensons qu'ils sont nocifs au système agricole et aux paysans. D'un côté, nous luttons contre cela, mais de l'autre côté, nous essayons de développer des solutions gérées par les Africains pour l'Afrique. Et encore une fois, nous avons 4 piliers. Le premier pilier, c'est la recherche. Nous faisons beaucoup de travail de recherche scientifique. Nous faisons également un travail de renforcement des capacités auprès des mouvements, des organisations, afin de regrouper tout le monde sous un chapeau commun. Nous faisons un travail de formation et nous les formons à faire du plaidoyer. Ça, ce sont les 4 piliers de notre action. Et par exemple, dans le domaine de la semence, nous faisons beaucoup de recherches, nous renforçons les capacités de nos membres et de notre partenaire dans l'Alliance. Nous construisons un mouvement unitaire pour parler d'une seule voix. Et enfin, nous menons un travail de plaidoyer politique. Nous utilisons tous les événements à l'échelle mondiale, que ce soit les Nations Unies ou l'Union africaine, ou au niveau des pays, ou au niveau régional. Par exemple, les groupes de développement économique régional en Afrique. Nous utilisons ces espaces pour envoyer nos membres pour qu'ils fassent un travail de plaidoyer là-bas. Voilà, plus ou moins ce que nous, à l'AFSA, faisons. Et pour la session d'aujourd'hui, nous avons 4 orateurs. L'un d'entre eux est Jean-Paul Sikeli. Il est de Côte d'Ivoire. Il est juriste de formation. Il a fait beaucoup de travail sur les OGM. Son organisation s'appelle la COPAGEN. C'est une coalition africaine pour travailler sur les systèmes agricoles. Excusez-moi, je n'ai pas bien compris.
Allez dans l'Assemblée. The second one is Et Dr. le deuxième orateur est M. Sougalo Soulama, le docteur Sougalo Soulama du Burkina Faso. Il va nous dire comment, au niveau national, ils ont travaillé pour améliorer la législation sur les semences afin qu'ils reconnaissent les systèmes gérés par les paysans, de semences paysannes, et la protection de la biodiversité peut être favorisée par l'action du gouvernement. Ensuite, nous allons avoir le docteur Facile Gebeyou Telemutu d'Éthiopie. Il est le coordinateur général du Réseau africain de la biodiversité. Il a fait beaucoup de travail en termes de travail de connaissances intergénérationnelles et ils ont fait des formations, ils ont documenté un certain nombre de points autour de la question des semences dans le Panthéon, pas simplement en Afrique orientale, mais également en Afrique occidentale et en Afrique du Sud. Et il va partager cette référence avec nous sur comment il résiste le système semencier industriel à travers des formations. Et enfin, nous avons Bright Tami Pili de Fastnet du Malawi. Bright Pili, il est un éminent biodiplomate. Il va nous expliquer comment les systèmes de semences paysannes résistent à l'accaparement par les systèmes industriels de semences. Maintenant, je passe le microphone à nos orateurs, à commencer par M. Sikeli, qui va nous parler de l'expérience de la Copagène. Monsieur Sikeli, c'est à vous. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, on entend. D'accord, bonjour, je me présente. Yes. Je suis Sikeli Jean-Paul. Effectivement, comme il a dit, je suis de la Côte d'Ivoire, je suis juriste de formation et je suis l'actuel secrétaire exécutif de la Copagène. La Copagène, c'est la coalition pour la protection du patrimoine génétique africain. En fait, la Copagène est une mosaïque d'organisations composées d'organisations paysannes, des organisations de défense des droits des consommateurs, des droits humains, de syndicats. Et la Copagène est représentée dans 9 pays, c'est-à-dire les 8 pays de l'espace UEMOA plus la Guinée, puisque la Guinée ne fait pas partie de l'UEMOA. Et donc, nous luttons pour le patrimoine génétique africain qui est l'objet de diverses menaces. Et les menaces que nous avons pu identifier et qui pèsent, qui planent en tout cas sur le patrimoine génétique africain, c'est l'accaparement des ressources naturelles. Et quand on parle de ressources naturelles, la première ressource, c'est en fait le foncier, c'est la terre. Et ensuite, toutes les ressources de la biodiversité, les ressources génétiques. Et nous faisons aussi la promotion de l'agriculture familiale, celle qui nourrit en fait 70 à 80% de la population mondiale, et aussi l'agroécologie, les semences paysannes. Donc, voilà un peu nos axes d'intervention. Alors, je voudrais d'abord remercier tous ceux qui nous ont invités à ce panel parce que pour ma part, c'est vraiment une opportunité de présenter le travail que nous faisons à la Copagène. Et donc, l'un des boulots que nous avons abattu toutes ces années, c'est la lutte contre les OGM. Et là, je vais faire une présentation sur le bilan de la participation de la Copagène au processus de biosécurité en Afrique de l'Ouest. Parce que la Copagène a participé à un processus qui actuellement est en cours, un processus qui a commencé en 2006 et qui est actuellement, qui n'est pas encore achevé, puisqu'il y a d'autres phases qui doivent être franchies. Et donc, nous avons participé pour faire prévaloir en fait les aspirations des communautés, des paysans, vraiment dans ce texte-là. Donc, il s'agit d'un texte, d'une réglementation communautaire. Et donc, nous avons participé à ce processus-là. Nous allons vous parler un peu des actions que nous avons menées
et les acquis que nous avons pu obtenir et les points qui sont restés finalement en suspens. Donc, comme je le disais tantôt, nous allons parler du bilan de la participation de la Copagène et plus largement des organisations de la société civile en Afrique de l'Ouest au processus de biosécurité en Afrique de l'Ouest. Et donc, quand on parle de biosécurité, il faut comprendre par biosécurité l'ensemble des mesures politiques, administratives, juridiques et même techniques et scientifiques qui visent à réduire et à minimiser les risques liés aux OGM. Donc, la biosécurité est intimement liée à l'utilisation des OGM. Il s'agit donc d'utiliser les OGM en toute sécurité. Voilà un peu la finalité assignée à la biosécurité. Et comme je vous l'ai dit, l'UEMOA, la CEDEAO et le SILS, en fait, ont unifié leurs forces pour sécréter une réglementation à l'échelle sous-régionale. Donc, nous allons un peu parler de cette réglementation-là et quels sont le combat que nous avons mené et quels sont les acquis, mais aussi les points d'insatisfaction et les points restés en suspens par rapport à cette réglementation. Alors, comme je vous l'ai dit tantôt, la Copagène lutte contre les OGM. Avant d'en arriver à la biosécurité, il faudrait savoir pourquoi nous luttons contre les OGM. Alors, le premier point, c'est que les OGM conduisent à l'appauvrissement économique des communautés paysannes. Et c'est ce que nous avons pu noter. En effet, les OGM provoquent une dépendance des petits producteurs vis-à-vis des firmes semencières. Et il faut noter aussi que les recherches en biotechnologie moderne sont vraiment coûteuses. Et les firmes semencières veulent bien évidemment avoir un retour sur leur investissement. Donc, elles sanctionnent les fruits de leurs recherches par ce qu'on appelle les droits de propriété intellectuelle. Ce qui fait que les utilisateurs des semences transgéniques brevetées sont contraints de s'approvisionner chaque année auprès des firmes semencières, sans possibilité d'échanger et de partager entre eux ces semences. Les semences OGM sont donc vendues avec ce qu'on appelle un paquet technologique. En plus du fait que la semence OGM est hautement plus onéreuse, plus chère que la semence ordinaire, ces produits qu'on appelle ce qu'on appelle le paquet technologique, donc ces produits vont alourdir les charges du producteur. Et à titre illustratif, la Copagène a mené une étude sur en fait le coton BT. Le coton BT, qui est une spéculation qui est entrée au Burkina Faso en 2003. Donc, on a dû mener une étude comparative entre la rentabilité du coton BT et la rentabilité du coton conventionnel. Et on s'est rendu compte que la semence du coton BT était 18 fois plus élevée que celle du coton conventionnel, dont le poids est d'ailleurs largement supérieur au coton conventionnel. Donc, vous voyez que le coton BT n'est pas rentable. Or, l'argument de Monsanto en venant au Burkina, c'était de dire que, en fait, les rendements allaient s'accroître de façon exponentielle et donc, ça allait pouvoir avoir un effet bénéfique sur le pouvoir d'achat, sur vraiment les conditions socio-économiques des paysans. Or, on s'est rendu compte qu'à la fin, en fait, les fleurs n'ont pas tenu en fait, les fruits n'ont pas tenu la promesse des fleurs. Donc, le coton BT a été regardé comme un échec au Burkina Faso. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, l'autre, en fait, je vais dire l'autre conclusion sur les OGM, c'est que les OGM conduisent à l'appauvrissement socio-culturel des communautés paysannes. Donc, dans un premier temps, on a pu noter que les OGM conduisent à l'appauvrissement socio-économique. Et là, dans un deuxième temps, on se rend compte que les OGM conduisent à l'appauvrissement socio-culturel des communautés paysannes. Mais comment? Donc, il existe un autre niveau d'analyse, c'est l'appauvrissement socio-culturel. C'est de loin la pire des formes d'appauvrissement. Puis parce que perverse, cette forme d'appauvrissement est perverse, elle est subtile et elle est silencieuse. Les OGM, par le mécanisme des brevets, organisent ce qu'on appelle le pillage des ressources de la biodiversité africaine et des savoir-faire traditionnels qui sont associés à ces ressources génétiques. Donc ici, on utilise le droit comme un habile subterfuge pour couvrir le vol des ressources génétiques d'une opaque couche de légitimité.
c'est la légalisation et l'officialisation universelle du viol de la biodiversité africaine. Et c'est ce que notre ami Pat Mounet a appelé à juste titre biopiraterie ou biopiratage. Donc, en plus du piratage de la ressource elle-même, de la ressource génétique elle-même, ce sont toutes les connaissances associées qui sont volées. Et donc, les plus grands perdants ici, ce sont bien sûr les petits producteurs, les petits agriculteurs, les paysans, et par ricochet, les communautés de base qui vivent principalement en zone rurale. Ces couches sociales marginales dépendent pour l'essentiel des ressources de la biodiversité. Donc, voilà un peu pourquoi la Copagène, depuis sa création en 2004, lutte contre les OGM. Et donc, il s'est présenté en nous l'opportunité de participer au processus de biosécurité. Alors, pour tout vous dire, il y avait un débat interne entre aller dans ce processus-là ou bien se rétracter, faire la politique de la chaise vide. Mais on s'est dit que si on faisait la politique de la chaise vide, les défenseurs des OGM allaient vraiment prendre le dessus. Donc, on s'est mis dans le processus pour pouvoir faire prévaloir dans la norme communautaire les aspirations des communautés, les intérêts des paysans, des agriculteurs africains. Alors, donc, je vous donne, par exemple, les grands moments, les grandes étapes de notre mobilisation populaire, parce qu'on a eu plusieurs mobilisations. Et donc, en février 2008, par exemple, il y a eu la première marche historique organisée par la Copagène contre les OGM dans plusieurs villes du Burkina Faso. La Copagène a organisé une marche historique. Et en mai 2015, on a réuni, on a dans une alliance plus grande qu'on a appelée les RI, les résistances, les rencontres internationales des résistances contre les OGM. En mai 2015, nous avons pu marcher au Burkina Faso, c'est à Ouagadougou principalement. Mais aussi, parallèlement, il y a eu des marches en Europe pour dénoncer en fait la forfaiture des OGM. Et puis en mars 2017, nous avons pu sortir notre rapport d'étude sur le coton BT, qui porte le titre suivant, le coton BT et nous, la vérité de nos champs. Et cette étude, qu'on appelle étude paysanne, a été menée par les paysans eux-mêmes qui collectaient des données sur le terrain pour faire une étude comparative entre le coton BT et le coton conventionnel pour voir des deux spéculations cotonnières, quelle était la spéculation la plus rentable. Et on s'est rendu compte que dans notre étude, le coton BT vraiment ne valait rien par rapport au coton conventionnel. Et même les officiels au Burkina Faso en 2014 ont reconnu que le coton BT avait fait naufrage. Donc, ils ont suspendu la spéculation. En janvier 2018, il y a eu aussi une marche mondiale contre les OGM de façon globale, mais spécifiquement contre la question des moustiques génétiquement modifiés. Vous savez qu'aujourd'hui, la question du projet Target Malaria, qui est promu par la fondation Melinda et Bill Gates, est en train de faire polémique au Burkina Faso. Et donc, en juin 2018, nous avons marché contre ce projet vraiment mortifère. Donc, voilà les grandes étapes de notre mobilisation. Maintenant, parlant du processus de biosécurité en lui-même, il y a eu plusieurs étapes. C'est que, bon, je ne vais pas revenir trop sur ces étapes-là, parce que le processus a commencé en 2006, mais les dates charnières sont les suivantes. C'est qu'en octobre 2008, le projet régional de biosécurité est entré en vigueur. Et en avril, puisqu'il y a 3 institutions au niveau communautaire qui sont concernées par ce... Allô? Jean-Paul, il faut accélérer un peu, peut-être 2-3 minutes, s'il te plaît. Ah oui. Donc, il n'y a pas trop de choses. C'est combien de minutes nous accordez? C'est 7 minutes par panéliste, donc il te reste 2-3 minutes. Ok. Oh, désolé. Hein. Bon, donc, je vais passer ça. Donc, concernant le bilan de biosécurité, c'est que nous avons eu, bon, je vais parler des points de satisfaction. Nous avons eu des points de satisfaction dans la norme communautaire. C'est que nous avons pu obtenir dans les visas, dans le préambule, par exemple, qu'on fasse allusion aux risques liés aux OGM, parce que la norme communautaire ne faisait aucunement allusion aux risques
aux risques biotechnologiques, aux risques liés aux OGM. Et donc, nous avons pu obtenir cela dans la norme communautaire. Nous avons aussi pu obtenir dans la norme communautaire les principes cardinaux qui guident la biosécurité. Et ces principes cardinaux sont la prévention, la précaution et le principe pollueur-payeur. Dans la première mouture, la mouture initiale de ce texte-là, il n'y avait pas ces principes-là. Donc, on a pu, pour nous, c'était important et on a pu obtenir ces points-là. Autre point de soulagement, c'est qu'on a pu obtenir dans la norme communautaire que soit pris en compte la traçabilité et l'étiquetage de tous les produits OGM, ce qui n'était pas le cas dans la mouture primaire de ce texte. Et ensuite, nous avons pu obtenir, comme point de certification, la prise en compte des aspects socio-économiques dans l'évaluation des risques liés aux OGM. Parce qu'en fait, l'évaluation qui était dans la mouture primaire prenait en compte seulement les données scientifiques. Et nous avons demandé un élargissement pour la prise en compte des aspects socio-économiques. Et donc, nous avons obtenu bien des causes. Maintenant, les points sur lesquels nous n'avons pas obtenu satisfaction sont, par exemple, nous avons demandé que soit pris en compte, par exemple, le droit inaliénable, n'est-ce pas, des communautés de vivre dans des zones sans OGM. Et ça nous tenait à cœur. Et le droit inaliénable pour les communautés de vivre dans des zones sans OGM est prescrit par la loi type révisée de l'Union africaine sur la biosécurité. Et donc, pour nous, c'était important que les communautés puissent vivre dans des zones sans OGM. Mais malheureusement, nous n'avons pas obtenu gain de cause. Et deuxième, la dernière chose sur laquelle je veux insister, c'est qu'on avait demandé que les délais de recours en justice contre les dommages liés aux OGM soient imprescriptibles. C'est-à-dire que la prescription en droit, c'est une institution qui veut qu'au bout, par exemple, d'une certaine durée, une poursuite en justice tombe en caducité. Mais pour les OGM, nous avons demandé qu'il n'y ait pas de prescription, que vraiment les poursuites judiciaires ne puissent pas s'éteindre au bout d'un certain temps. Bon, c'est une institution que nous n'avons pas inventée pour les crimes internationaux, passibles à CPI comme ça, et on parle d'imprescriptibilité. Donc, c'est la même chose qu'on voulait faire pour les OGM, mais on n'a pas été suivi. Donc, voilà, globalement, je vais dire, on n'a pas assez de temps, donc voilà, globalement, ce que je pouvais dire sur le processus de biosécurité. Donc, si on veut voir, c'est un bilan en demi-teinte, mi-figue, mi-raisin, parce que nous avons obtenu certaines choses dans le cadre de ce processus-là, et des choses vraiment inhérentes à la protection des droits des communautés et des agriculteurs, mais aussi nous n'avons pas obtenu d'autres choses qui nous importaient beaucoup. Donc, voilà un peu ce que je peux dire globalement sur le processus de biosécurité. Mais nous continuons à participer à ce processus-là pour que réellement nos points de vue soient pris en compte, si c'est possible, quoi. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. Et donc, je vais vous remercier pour toute l'attention que vous avez portée à cette présentation. Merci beaucoup. Thank you very much, Mr. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Paul Sikeli. Nous avons bien noté les questions pour la séance de questions-réponses plus tard. Si vous vous souvenez bien, il y a 3 parties dans la présentation. Donc, d'abord, ce qu'ils ont fait depuis que Copagen a commencé ses travaux. Dans la deuxième partie de cette présentation, M. Sikeli a parlé des réussites, des points satisfaisants. Et la dernière partie de sa présentation portait sur le travail encore à abattre. Merci, M. Jean-Paul Sikeli. Merci beaucoup. Et nous allons maintenant passer au docteur Sougalo Soulama, qui va nous dire ce qui se passe dans son pays, au Burkina Faso. Jean-Paul nous a parlé du niveau régional d'Afrique de l'Ouest. Maintenant, nous allons écouter une étude de cas sur le Burkina Faso. Docteur Soulama. Oui, merci. Est-ce que vous m'entendez? Merci. Alors, je me présente Dr Soulama Sougalo. Je suis chercheur à l'Institut national de recherche
agricole et environnementale. Et par ailleurs, je suis chargé de mission dans une commission nationale pour la gestion des ressources phytogénétiques, notamment les semences paysannes. Donc, voilà un peu ce que je fais. Mon domaine, c'est l'écologie végétale et la biologie végétale. Donc, alors, dans ma fonction au niveau donc, de cette commission, j'ai pu donc rentrer en contact avec la problématique sémencière et j'ai compris un peu tous les enjeux et qui entourent donc la question des semences paysannes. Je voudrais donc partager cette expérience au niveau du Burkina. Alors, il faut dire que la logique de l'industrie sémencière qui s'exerce violemment en Afrique n'épargne pas le Burkina Faso. Donc, l'industrie sémencière va utiliser beaucoup de moyens technologiques pour créer des variétés dites améliorées, parmi lesquelles les OGM dont parle mon prédécesseur Jean-Paul tout à l'heure. Alors, les semences qui sont présumées à haut rendement ont été créées, mais le rendement élevé dépend beaucoup de paquets technologiques, notamment l'apport d'intrants agrochimiques, ce qui a des répercussions sur l'environnement, sur les sols, les eaux, sur la santé des animaux et des populations. Alors, sous la houlette des multinationales, la semence, qui jusque-là était donc un bien commun, un patrimoine commun, est devenue une marchandise. Donc, il y a également l'accaparement du patrimoine génétique, l'encouragement à prendre des lois au niveau national ou régional pour limiter ou interdire les libres échanges des semences paysannes, la brevetisation de certaines sortes de semences fabriquées par l'industrie, donc brevetisation sur le vivant. Comprenez que tout ça, ce sont des actions que l'industrie sémencière met en œuvre dans notre contexte. Alors, les agriculteurs sont ainsi mis hors du circuit de la production sémencière. Les semences paysannes ne sont plus considérées au regard donc de ce nouveau dispositif-là comme des semences. Elles peuvent être utilisées dans un contexte précis, mais elles ne peuvent pas être vendues à un marché très large. Elles ne peuvent pas avoir le même statut parce qu'elles ne sont pas qualifiées de semences comme les semences industrielles. Alors, les paysans deviendront, si on laisse courir donc ce type de preuves, les paysans deviendront petit à petit des acheteurs de semences auprès des multinationales. Alors, l'objectif de l'industrie sémencière et des multinationales, c'est de construire et de maintenir à flot un secteur sémencier commercial qui est dominé par des intérêts multinationaux. Aujourd'hui, les entreprises multinationales concentrées dominent la production de semences commerciales, la biotechnologie et la production de pesticides à l'échelle mondiale. On peut prendre le cas de Bayer et Monsanto qui se fusionnent pour augmenter la concentration et qui balaient beaucoup de domaines. En plus du domaine sémencier, nous voyons tout de suite le domaine de l'agrochimie pour donc maîtriser toute cette production-là à l'échelle mondiale. C'est la même situation avec Chemchina qui s'est fusionné avec Syngenta et ainsi de suite. Alors, la politique agricole menée sur le continent africain est entièrement façonnée par ses intérêts commerciaux au profit des multinationales. Ainsi, les semences paysannes, les systèmes sémenciers paysans ne sont pas reconnus par les politiques formelles, si ce n'est comme étant extérieurs, systèmes qui sont considérés comme archaïques, désuets et voués à disparaître. Donc, vous voyez que le sort des semences paysannes n'est pas du tout, en tout cas, agréable. Les systèmes sémenciers et leur logique, dans le contexte africain, deux systèmes sémenciers coexistent. Il s'agit du système sémencier formel promu par l'État, le commerce et l'industrie. Alors, l'industrie sémencière notamment. Alors, ce système est purement commercial et ce sont des semences améliorées, y compris les OGM. Alors, par rapport à l'État, il faut nuancer. Nous sommes encore, quand nous allons voir le cas du Burkina, l'État a encore une approche qui est nationaliste. Mais sous la poussée de l'UEMOA, du SILS, des règlements communautaires de la CEDEAO, alors sous cette poussée-là,
nous allons voir que les politiques vont petit à petit glisser vers des règlements qui vont enfreindre, limiter les droits des paysans par rapport aux semences paysannes. Le système sémencier paysan, qui est le second système, est dit informel, malgré qu'il est utilisé par 80% de la population. Vous voyez, c'est lui qui devient informel et le système qui est peu utilisé devient formel. C'est ça qui est le paradoxe. Et ça fait que ce système sémencier paysan, promu par les petits paysans, l'agriculture familiale, eh bien, est vouée petit à petit à reculer. Alors, c'est vraiment dommage dans un contexte africain où 80% des populations vivent d'agriculture et de petite agriculture. Nous comprendrons tout le désastre, tout le drame que cette machination va créer et continue de créer sur le terrain. Alors, le système sémencier, je vous rappelle, cette notion, eh bien, elle est purement politique. La façon, c'est-à-dire, elle traduit la façon dont les hommes s'organisent dans l'espace et dans le temps pour produire, vendre et utiliser les semences. Et donc, cette notion doit intégrer les interactions entre les différentes facettes, notamment les cultures, les modes de production, les modes de transformation, de distribution et de consommation, et leur impact sur l'environnement et les inégalités sociales. Si ces facettes ne sont pas prises en compte, nous manquons de bien comprendre le système sémencier et notre action peut peut-être créer des injustices. Alors, ces facettes ne doivent pas être séparées, non seulement pour comprendre ce qui se passe, mais aussi pour agir efficacement sur le monde. Les systèmes sémenciers sont un maillon du système alimentaire. On ne peut pas détacher le système sémencier du système alimentaire. Alors, les semences, c'est la porte d'entrée de l'agriculture, de l'alimentation. Alors, un système alimentaire est toujours porteur d'enjeux locaux et d'enjeux globaux. Lorsque ce système est déficient ou mauvais, il génère des externalités négatives comme la faim, pendant qu'une bonne partie de la population mondiale a faim, la technologie permet de réaliser des surproductions. Vous voyez le paradoxe? Ça veut dire que le système alimentaire est mauvais parce qu'on a toutes les technologies nécessaires pour nourrir le monde, pour vaincre la faim. Mais en ce moment, il y a toujours de la faim qui continue sur le terrain. Alors, si le système alimentaire est bon, normalement, il doit être enraciné dans les terroirs, il doit préparer, il doit agir à ce que les effets positifs pour les enjeux globaux soient donc ressentis, notamment la réduction des gaz à effet de serre, le partage des ressources biogénétiques, la conservation de la biodiversité, les échanges culturels, la préservation des savoir-faire, etc. C'est ça que nous recommandons comme système alimentaire qui puisse sauver l'humanité. Les semences paysannes sont donc partie intégrante de l'agroécologie et de ce système qui pourrait donc sauver l'humanité, nourrir l'humanité sans détruire. Voilà un peu l'optique que le monde devrait voir, sinon nous nous condamnons donc à des désastres. Alors, nous avons comparé les deux systèmes sémenciers en Afrique. Le système sémencier paysan a des avantages que le système industriel n'a pas. Si nous prenons au niveau de l'équité sociale, vous voyez que les semences paysannes sont au profit des petits exploitants, l'agriculture familiale, soit près de 80% de la population africaine. Si nous considérons le système industriel, c'est surtout les gros exploitants, l'agro-businessman, l'agriculture purement commerciale. Vous voyez qu'on ne saurait aller vers un tel système et puis fermer les yeux sur l'autre système sans ne pas créer des inégalités sociales. Il y a également la conservation de la biodiversité. Vous voyez qu'au niveau du système sémencier paysan, il y a donc la polyculture qui intègre également l'agroforesterie et donc on a une grande conservation de la biodiversité. Sur le plan écologique, il y a l'adaptabilité aux conditions écologiques locales. Ces semences paysannes sont résilientes, elles sont donc plastiques. Au niveau des connaissances des agriculteurs, les semences paysannes intègrent les connaissances des agriculteurs dans la sélection, la gestion, le conditionnement, le stockage, la conservation, y compris les connaissances des femmes. Vous voyez, le genre est pris en compte dans le système paysan, ce qui n'est pas le cas dans le système industriel. Il y a que lorsqu'on oppose l'assurance qualité, on dit que les semences paysannes ne sont pas de bonne qualité, eh bien,
c'est parce qu'on ne juge pas avec les mêmes paramètres. Parce qu'il y a des avantages dans le système, dans les semences paysannes, que l'autre semences industrielles n'ont pas. D'où le défi pour donc nous de faire une recherche spécifique dans le système paysan pour donc mettre en exergue les qualités de ces semences-là par rapport à l'autre système. Et pour terminer, le système donc paysan est très dynamique et il permet donc un mouvement de connaissances au bénéfice de l'ensemble de la société, alors que de l'autre côté, le système commercial, eh bien, les technologies vont créer donc des produits, des semences qui sont brevetés et donc qui ne permettent pas d'être bénéfiques à l'ensemble de la société, si ce n'est que moyennant de l'argent. Alors, il faut des plaidoyers pour des options politiques respectueuses du système sémencier paysan. Parce que il y a ce que nous appelons le paradoxe du sélectionneur. La mort du système sémencier paysan entraîne ipso facto la mort du système sémencier formel. Il faut que les industriels comprennent que le système formel ne vit que du système. La matière première, c'est le système paysan. Donc, il faudrait accepter que ce système-là a joué des rôles historiques et devrait continuer de jouer des rôles dans le futur. Les changements climatiques sont toujours prononcés et chaotiques en ces jours. D'où il faut les semences paysannes pour l'adaptabilité et la résilience des populations. Et enfin, la souveraineté des peuples, le respect de leur culture passe également par donc, ces semences paysannes. Oui, je vois que tu querais me faire... Il y a une minute, s'il te plaît. OK. Alors, pour terminer, il faut donc qu'on puisse donc faire des plaidoyers pour influencer les politiques, les lois, les règlements au niveau local et régional pour que, au nom de la sécurité alimentaire en Afrique, les semences paysannes puissent avoir une bonne place. Et donc, également, il faut des recherches et une bonne communication pour mieux caractériser les semences paysannes, les enregistrer, créer des catalogues spécifiques. Pour le cas spécifique du Burkina, qui a quand même une avance sur beaucoup de pays africains, il existe une loi sémencière, la loi numéro 10, dont un certain nombre d'articles reconnaissent les semences paysannes. Alors, il y a également la loi sémencière nous avons pris une loi en 2019, le 7 mai 2019, sur l'accès et le partage des avantages liés aux semences paysannes. Donc, vous voyez que cette loi qui vient d'être prise, il y a des décrets qui sont prévus, un des décrets sur les droits des agriculteurs et sur les chartes des banques communautaires de gènes. Et enfin, la Commission nationale des ressources phytogénétiques du Burkina travaille étroitement avec la société civile, notamment le COASP, la Coalition des organisations africaines sur les semences paysannes, ce qui est vraiment une bonne dynamique et très exemplaire qui donc pourrait inspirer d'autres pays africains. Et nous souhaitons que cet exemple-là ne puisse pas être broyé par la démarche communautaire qui veut écraser donc toutes ces parcelles-là au niveau donc de nos pays. Donc, il faudrait que les paysans se donnent les mains. Et pour conclure, un paysan heureux construit une nation saine. Je vous remercie. Je vous remercie. Thank you. Very, very passionate, Mr. Dr. Soulama. Merci, un discours vraiment passionné, Monsieur Soulama. Merci beaucoup. Alors, ma conclusion de cette présentation, c'est que la mort des semences paysannes est aussi la mort des semences industrielles. Dans le système alimentaire, les semences sont un maillon dans cette chaîne. Au Burkina Faso, vous avez commencé à intégrer les systèmes de semences paysannes, la biodiversité, dans votre loi semencière. Donc, vous demandez à d'autres pays, à d'autres plateformes régionales, d'en faire de même. Autrement, le système de semences industrielles va le tuer dans l'œuf avant qu'il n'éclose. C'est une manière de faire la transition au docteur facile. Qui nous dira qu'un bon système alimentaire est celui qui est enraciné dans sa communauté. Le docteur facile travaille sur les semences, sur la culture.
Docteur Facile, vous avez la parole. Merci beaucoup, Famara. Merci pour ces présentations fascinantes, passionnantes. La mienne portera plus ou sera plus liée à la présentation du docteur Sukama. Donc, je travaille pour le réseau africain pour la biodiversité. Il s'agit d'un réseau régional d'individus travaillant dans les organisations de la société civile qui partagent des valeurs communes. Le réseau travaille en individuel ou en organisation dans des points liés à la biodiversité, à la politique et à la législation. Nous soutenons des manières d'avancer pour des systèmes diversifiés. Je vais vous donner une autre perspective de l'enseignement intergénérationnel lié aux questions politiques. En fait, c'est lié, comme je l'ai dit, avec ce qu'a dit le docteur Sulama. Mais avant d'entrer là-dedans, j'ai 3 points principaux. D'abord, la gouvernance. Comment encourager la gouvernance des communautés dans la gestion de leur territoire. Deuxième thématique, le partage de connaissances. Pour les citoyens, pour les consommateurs, il y a un élément d'efficacité, de médiation entre le monde matériel et spirituel, un élément d'économie, de culture. Donc c'est une approche multifacette. Le présentateur précédent a parlé de cela, de la compréhension des semences. Et cela fait écho à ma compréhension parce que le système de formation a déformé les comportements des jeunes, pas uniquement en ce qui concerne les semences, mais également en ce qui concerne l'environnement. C'est inquiétant. Donc, nous travaillons là-dessus. Je travaille là-dessus. Je travaille donc sur la formation intergénérationnelle, sur les semences, mais aussi sur la biodiversité en général. Comme vous le savez, l'enseignement nous fait changer de perspective et de compréhension, qu'il s'agisse de l'enseignement formel ou informel. La raison pour laquelle les jeunes se comportent de cette manière, de manière désintégrée, c'est en raison de la formation qu'ils suivent, du type de formation qu'ils suivent. Ils apprennent peu sur un mode de vie intégré, sur des systèmes pratiques. Pour nous, c'est inquiétant. En coopération avec nos partenaires, nous essayons de remplir de cet écart via différentes approches et différents engagements pratiques. En ce qui concerne la question des semences en particulier, nous savons que
Les agriculteurs sont exploités depuis des siècles. Mais ils ont utilisé des semences, les mêmes semences pendant des siècles et donc elles sont adaptées au milieu dans lequel ils évoluent. Il y a aussi un lien spirituel et émotionnel. Mais heureusement, en raison de la biodiversité, en raison de l'adaptabilité, en raison du caractère pratique, même si ce n'est pas explicite, on l'a vu dans les recherches, on reconnaît de plus en plus l'importance de la diversité des semences liées à leur valeur nutritionnelle et à leur adaptabilité face au climat. C'est un autre avantage, en particulier dans une situation comme celle de l'Afrique subsaharienne, où les zones rurales représentent 70% de la population et 40% du PIB. Le rôle de la diversité des semences est important, reste important. Un certain de documents réglementaires se tournent aussi vers le secteur privé. Ils ont un rôle important à jouer. Les agriculteurs, même lorsqu'ils ne sont pas soutenus par les lois. Dans un pays comme l'Éthiopie, par exemple, où les semences paysannes représentent 90% des semences utilisées, elles ne représentent que 45% de la superficie des terres cultivées. C'est important. Et cela montre que tout plan de développement, toute intervention dans la culture doit prendre en compte l'avis des agriculteurs, le besoin de contribution, de connaissances de la part des agriculteurs. Le fait que l'on n'ait pas beaucoup fait attention à cela, que le gouvernement n'y ait pas fait attention, que le secteur formel n'y ait pas fait attention, c'est vraiment dommage. On a plutôt promu des systèmes industriels, formels. Et dans ce contexte, l'approche de la plupart des gouvernements pousse la plupart des jeunes à migrer vers les villes. Comment inverser la tendance? Avec différentes méthodologies que l'on appelle le programme Back to Root, de retour aux racines. Nous encourageons l'utilisation ou l'apprentissage de ce qui a été appris sur le terrain. Donc, relier les apprentissages avec les pratiques. Dans cette approche, les jeunes se rendent dans des villages ruraux pour apprendre des habitants de ces régions. C'est différent de leurs attentes. Comment vivent-ils ensemble en harmonie avec la nature? Comment produisent-ils leur alimentation, leurs connaissances, leurs semences, leurs connaissances en termes de nutrition, en termes de diversité des cultures, de préservation des sols, aussi en termes de création de vêtements, par exemple, ou d'outils à partir des ressources naturelles. Ils apprennent aussi sur la culture, sur le patrimoine, les rituels dans les pratiques d'agriculture. C'est un complément à ce qu'ils ont appris à l'école ou à l'université. C'est un mécanisme pour partager avec leurs pairs. Une autre approche, ce sont les apprentissages spirituels avec nos partenaires, en coopération avec notre secrétariat.
Les jeunes partent dans des zones rurales, à nouveau, pour mieux connaître la nature, pour passer du temps seul, pour comprendre comment vivre en harmonie avec la nature, pour suivre les leçons des personnes plus âgées. Le guide principal ici, la tâche principale, sont les personnes les plus âgées dans les villages. Une autre approche est la célébration annuelle ou bisannuelle, cela dépend, avec nos partenaires en Afrique de l'Est, par exemple. On encourage les jeunes à parler de la vie, des connaissances variées, des campagnes. En général, dans ces célébrations, on invite des membres du gouvernement et les médias pour mettre en exergue le travail des habitants des zones rurales. Ça a été promu localement, nationalement et même au niveau régional. Nous avons besoin de ce type d'activité. Les recommandations de la part des régions pour influencer les politiques. Dans ces célébrations, on met aussi en évidence des variétés de plantes locales, de plantes médicinales. Et les jeunes sont encouragés à utiliser ces plantes médicinales selon la disponibilité. Cela a permis de travailler avec des soignants traditionnels. C'est un travail coopératif qui crée des liens, qui crée une confiance. Les anciens ont commencé à s'ouvrir, ont parlé de leurs histoires, de leurs connaissances, sans crainte. Ils ont aussi écouté les connaissances du monde moderne. Docteur Facile, il vous reste 2 minutes. D'accord. Les étudiants aussi recueillent des échantillons de variétés de semences locales et les utilisent pour célébrer les pratiques traditionnelles. Cela permet de développer des systèmes holistiques basés sur la biodiversité agricole. Aussi des constructions de capacités, des aspects pratiques. Les jeunes reçoivent des formations agroécologiques. Je pense que pour les petits agriculteurs, mais ce sont eux qui devraient être invités en premier. Les anciens de village devraient aussi être invités pour partager leurs connaissances. Il faut organiser des activités pour les jeunes et les activités d'enseignement doivent être accompagnées d'activités pratiques. Voilà. Je vais m'arrêter ici. Je n'ai pas fini, mais bon. Les gouvernements aussi doivent s'impliquer. Merci beaucoup. Thank you very much, Dr. Facile. I think you have deepened what Dr. Sulama was saying. And I think the key message is that when youth are not educated according to their roots, their value, and so on, when they will be at decision-making level, yes, they will take decisions that are not rooted to where they are coming from. And also you are appealing for a campaign
to promote farmer seed system, because behind the seeds is not only just a simple thing, it's being behind, a lot of culture behind. And for those campaigns and to implement farmer seed system, the government should also be involved in developing some program, not only civil society work. So this is in general what we... C'est en général ce que nous avons partagé avec vous, les participants. Nous avons déjà dépassé de 5 minutes. Nous pouvons, s'il y a encore des questions, des commentaires, n'hésitez pas, en fonction de la disponibilité de nos interprètes. Merci beaucoup. Merci Facile, Dr Soulama et Jean-Paul Sikeli. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Nous avons une question du public. Et après cette question, nous allons devoir arrêter parce que nous avons déjà dépassé le temps alloué. Est-ce qu'il y a des alternatives qui pourraient améliorer la reconnaissance du document informel sur les... Est-ce qu'il existe des alternatives au niveau des documents qui permettraient d'améliorer notre travail de plaidoyer? Oui, je renvoie cette question à mes orateurs. Qui veut répondre? Facile? Peut-être. Quelle était la question, s'il vous plaît? Alors, la question, est-ce qu'il existe des alternatives en cours pour améliorer la reconnaissance du système informel des semences? Est-ce qu'il existe